Bonsoir. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, on vous entend très bien. Alors, bonsoir, chers confrères, chers consoeurs. Aujourd'hui, on a décidé, moi et mon collègue, docteur Mohamed Abdullahi Abou Bakr, et moi, qui sommes en cinquième année. Et moi, Moussoab Asma, externe en cinquième année à la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir, d'aborder le sujet de l'observation médicale. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi on a choisi exactement l'observation médicale? Comme vous le savez, l'observation médicale a une grande importance. Donc, c'est déjà un outil qui résume en totalité l'état de patient, qu'est-ce qu'il présente en patient, pour pouvoir enfin construire un diagnostic, élaborer une prise en charge qui est adéquate et enfin transmettre l'information d'un médecin à un autre. Pour traiter ce sujet, on va aborder le plan suivant. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à voir la présentation? D'accord, je vais pas vite. Est-ce que le rythme est bien? Oui, très bien, vous pouvez continuer. Alors, comme une introduction, je vais tout d'abord définir l'observation médicale et parler un petit peu de son importance. Et aussi, je vais parler de l'interrogatoire, comment faire un très bon interrogatoire pour le premier contact avec le patient. Et puis, euh, et puis, je vais aborder les étapes de l'observation médicale. Moi, personnellement, je vais parler de l'état civil qui est l'identité du patient et passons au motif de consultation ou bien d'hospitalisation et puis les antécédents, les différents types d'antécédents et l'histoire de la maladie. Et mon collègue va faire l'examen clinique et un résumé syndromique qui entre dans la conclusion clinique et puis une conclusion totale du sujet. Donc, comme je l'avais déjà signalé, l'observation médicale est un outil de travail qui est rédigé par le médecin ou bien sûr par l'étudiant en médecine. C'est quoi son diagnostic, son intérêt? Donc, l'intérêt principal est de faire un bon diagnostic. Imaginez, vous ne faites pas une bonne observation. C'est quoi le résultat? Eh bien, c'est de fausser le diagnostic et par la suite, vous allez prescrire un traitement qui ne va pas être efficace au patient ou c'est un traitement qui est inadéquat. Et elle a un troisième but qui est principalement transmettre l'information. Si par exemple le patient nécessite une prise en charge qui est polydisciplinaire, donc obligatoirement, vous devez le transmettre à un autre service. Donc, il faut obligatoirement qu'il ait une observation médicale bien faite. Alors, quelles sont les règles générales pour avoir une bonne et faire une bonne observation? D'abord, la présentation du médecin. Le médecin, comme vous le savez, il doit être souriant et propre. Tout d'abord, il doit laver les mains avant de faire l'examen du patient. Donc, n'hésitez pas à le faire devant le patient. Il va juste vous dire que son médecin, comment dire, il est intéressé par l'hygiène. Donc, vous allez juste le réassurer et préparer vos instruments. Un étudiant en médecine doit obligatoirement avoir toujours avec lui un stylo et un papier, notamment pour rédiger son observation médicale. Il doit aussi avoir un stéthoscope. Il va l'utiliser lors de l'auscultation, lors de l'examen pleuropulmonaire et lors de l'examen cardiovasculaire. Il doit aussi avoir, par exemple, une lampe pour évaluer l'état des pupilles et un marteau et un diapason pour l'examen neurologique. Donc, à quoi sert le marteau? Il sert essentiellement pour l'évaluation des réflexes. Et il faut aussi une abaisse-langue pour l'examen des amygdales, des gants. Donc, vous devez examiner votre patient avec des gants et un appareil de scope qui sert à mesurer la tension artérielle, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène, bien sûr. Donc,
Il faut absolument se présenter au patient. Vous n'allez pas directement aller au patient pour l'examiner sans savoir qui vous êtes. Donc, vous vous présentez, par exemple, vous dites, voilà, je suis docteur Asma Boussouab et je suis là pour vous assurer une bonne prise en charge. Et dernièrement, il faut bien se placer. Donc, mettez-vous dans la position où vous allez sentir très bien lors de l'examen du patient. Donc, voilà, alors, dans les deux premières photos, mettez-vous à la place du patient. Dans quelle position vous préférez être quand vous parle, quand vous êtes patient. Donc, mettez-vous dans une position où vous allez vous sentir, vous deux, à l'aise. Lors de l'examen, soyez à l'aise et économisez vos vertèbres. Et attention, bien sûr, au risque de chute sur votre patient. Donc, j'espère pas que ça arrive. Euh, pour le diagnostic, pour l'interrogatoire. Donc, l'interrogatoire est l'étape initiale de l'examen clinique. C'est une étape clé qui mène à une relation de confiance avec votre patient. Et donc, prenez votre temps à interroger votre patient. Il doit durer au moins 15 minutes. C'est quoi le rôle de l'interrogatoire? Il a principalement comme rôle de recueillir les informations nécessaires au diagnostic, notamment le motif de consultation, les antécédents et l'histoire de la maladie et bien sûr de identifier les symptômes et les facteurs de risque et les signes généraux. Donc, principalement, il sert à orienter notre examen physique et nos examens complémentaires. Pour les techniques de l'interrogatoire. Donc, moi, personnellement, j'insiste surtout sur le respect. Surtout en ce qui concerne les questions qui sont sensibles, comme la sexualité, l'intoxication, est-ce que le patient prend des drogues ou pas? Et donc, il doit être fait avec un discours qui est explicite et surtout, sans jugement. Donc, habituez-vous à écouter votre patient. Entraînez-vous à être un écouteur qui est actif. C'est quoi un écoute actif? Donc, c'est suivre attentivement ce que le patient communique et que vous ayez une conscience de son état émotionnel et à utiliser des moyens verbaux et non verbaux pour l'encourager à continuer et à parler et à préciser ses grandes inquiétudes. Le patient, il n'est pas médecin. Donc, assurez-vous de poser la question et de reposer la question pour préciser des points qui peuvent être importants pour votre observation médicale. Donc, pour résumer les bonnes modalités de l'interrogatoire, soyez le médecin que vous souhaiterez avoir devant vous. Donc, cette règle va être la règle de la vie que vous allez toujours adopter. Je tiens aussi à préciser qu'aucun examen complémentaire ne vous dispose d'un bon interrogatoire. Donc, prenez votre temps à interroger votre patient, qui va mener par la suite à une bonne relation de confiance avec votre patient. Donc, comme l'avait dit William Osler, écoutez le patient, il va vous donner le diagnostic. Donc, le diagnostic est devant vous. S'il vous plaît, examinez et interrogez vos patients. Alors, là, on va passer plutôt aux différentes étapes de l'observation médicale. Donc, comme vous le savez tous, l'observation médicale commence par l'identité. Je tiens à préciser une chose, c'est que l'ordre de rédiger l'observation médicale n'est pas forcément l'ordre chronologique avec lequel vous allez interroger votre patient. Vous n'allez pas directement poser la question au patient « Quel est votre nom ?» Bien sûr, il va se sentir comme qu'il est dans un commissariat. Donc, s'il vous plaît,
soyez gentil avec vos patients. Tout d'abord, posez la question, est-ce que vous allez bien? C'est quoi le symptôme qui vous gêne le plus? Et par la suite, vous pouvez passer à demander le nom et le prénom. Donc, après avoir demandé le nom et le prénom, on passe à l'âge. Vous allez me demander c'est quoi l'intérêt de l'âge. Donc, il y a des maladies qui atteignent essentiellement une tranche d'âge et pas une autre. Donc, c'est plutôt pour la discussion diagnostique. Aussi, le sexe, il y a des maladies qui ont une prédominance masculine et d'autres qui ont une prédominance féminine. Vous devez aussi préciser l'origine et le lieu de résidence du patient, la profession du patient, parce qu'il y a des maladies qui sont dues à l'exposition professionnelle. Et vous allez poser aussi au patient la question est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous êtes célibataire, et le nombre d'enfants. Et aussi, on doit obligatoirement avoir des informations sur la fratrie pour par exemple, une greffe. Et vous pouvez aussi demander au patient la relation entre ces deux parents. Est-ce qu'ils sont de la même famille pour avoir une idée sur la consanguinité. Alors, là, passons au motif de consultation ou bien d'hospitalisation. C'est principalement le symptôme qui a amené le patient à consulter. Donc, c'est un symptôme, bien, c'est un motif qui gêne le patient et qui souhaite que vous le solutionne. Donc, c'est une plainte, un symptôme, je dis bien un symptôme et non pas un diagnostic, mais pas une suspicion de diagnostic. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas la confusion entre le motif de consultation et le diagnostic, qui est absolument une source d'erreur médicale. Prenons l'exemple d'une pneumopathie, par exemple. Le patient ne va pas vous dire, par exemple, ne va pas écrire que le motif de consultation est une pneumopathie. Mais non, ce n'est pas le cas. Le patient, il va venir, il va dire un symptôme. Par exemple, j'ai une toux, j'ai une fièvre. Et à partir de la démarche médicale qu'on va faire, on va conclure à un diagnostic qui peut être la pneumopathie ou bien une autre cause respiratoire. Donc, s'il vous plaît, le motif de consultation, c'est un symptôme, non pas un diagnostic. Passons maintenant aux antécédents. Alors, pour les antécédents, on les répartit généralement en deux. Les antécédents personnels et les antécédents médicaux. Donc, il faut interroger le patient sur son passé. Et non pas de s'amuser à lui dire est-ce que vous avez cette maladie, est-ce que vous avez une autre maladie. Donc, s'il vous plaît, interrogez le patient sur tout son passé pour ne rien oublier, parce que le patient, il oublie. Donc, vous pouvez demander la maladie fréquente qui existe. Par exemple, est-ce que vous avez un diabète, une hypertension artérielle, un asthme, un ulcère gastro-duodénal, une tuberculose ou bien une infection par le VIH. On doit aussi demander les hospitalisations passées, le motif, la date et les maladies de l'enfance, à savoir la rougeole, la rubéole, les oreillons, la coqueluche, la varicelle et la notion d'angine à répétition lors de l'enfance. Et aussi, notez bien et vérifier que le patient avait eu ces vaccins, à titre d'exemple, le tétanos, l'hépatite et le BCG. Et il faut aussi savoir et demander le nombre de partenaires et pratiques sexuelles à risque. Et c'est là où on doit être respectueux et ne pas juger le patient. Pour les antécédents chirurgicaux, donc il faut rechercher les interventions chirurgicales qui peuvent nous apparaître banales, comme les amygdales, une appendicite, et préciser la date, l'indication et leur type. Il faut demander au patient s'il était victime d'un accident de la voie publique et est-ce qu'il était victime aussi d'un traumatisme crânien.
Et il faut chercher lors des interventions chirurgicales, est-ce qu'il n'y avait pas des complications qui ont nécessité une transfusion sanguine, par exemple, ou bien une phlébite, ou une embolie pulmonaire, ou bien une infection. Pour les allergies, on cherche un terrain d'atopie, comme un antécédent d'asthme, un eczéma, ou bien une rhinite allergique, ou bien un urticaire. Il faut aussi préciser les allergies, y compris les réactions médicamenteuses, comme l'éruption cutanée, les nausées, les allergies aux aliments, ou bien aux piqûres d'insectes. Pour les antécédents toxiques, on demande au patient sa consommation du tabac et la nature de cette consommation, et on doit chiffrer la consommation de cigarettes. Par exemple, si un patient fume un paquet de cigarettes par jour et pendant 20 ans, on va conclure à un nombre de 20 paquets année. Si en cas de sévrage, on note depuis combien de temps. On doit aussi savoir tous les médicaments qui ont été pris par le patient avant l'apparition du symptôme. Et préciser le nom, la posologie, la voie d'administration et la fréquence d'utilisation. On doit aussi demander l'automédication, c'est très important. Et bien sûr, donc c'est quoi déjà l'automédication? L'automédication, ce sont les médicaments qui ont été pris par le patient sans une ordonnance médicale. Par exemple, la prise d'AINES à l'encours, il peut entraîner par la suite un ulcère, peut être la cause d'un ulcère gastrique, gastro-duodénal. Donc, il faut préciser bien ça pour une bonne enquête étiologique. Pour les antécédents gynéco-obstétriques, c'est chez la femme. Donc, on précise les antécédents obstétricaux, à savoir le nombre de grossesses, l'intervalle entre les grossesses, les interruptions volontaires de grossesse, les fausses couches, les anomalies pendant la grossesse, comme une hypertension artérielle, un diabète, la voie, comment s'est passé l'accouchement, est-ce que c'était par voie basse ou bien par une éventuelle césarienne, et les complications postpartum, par exemple une embolie pulmonaire, des varices du membre inférieur ou bien des thromboses. On doit aussi poser la question sur la date de ménarche. C'est quoi la ménarche? C'est la date de l'apparition des premières règles. Il faut poser la question sur le cycle, est-ce qu'il est régulier, la durée des menstruations et l'abondance des règles. Et aussi poser la question sur la contraception et son type. Est-ce que ce sont des ostroprogestatifs Donc, il faut bien préciser ces trucs. Et la fonction sexuelle, est-ce que la femme, elle est active? Elle a une activité sexuelle. Par exemple, pour l'infection au virus HPV. Donc, c'est très important. Alors, pour les antécédents familiaux, il faut noter l'âge et l'état de santé des membres de la famille, comme les parents, les frères, les sœurs et les enfants, ou bien l'âge et cause de décès. Donc, il faut préciser tous ces éléments. Il faut aussi s'assurer de l'absence ou la présence des affections suivantes dans la famille, comme l'hypertension artérielle, les maladies coronariennes, le diabète, un AVC déjà survenu dans la famille, les maladies auto-immunes et des maladies de système, bien sûr, dans la famille. Alors, pour l'histoire de la maladie, donc, c'est un compte-rendu complet, clair et chronologique des problèmes pour lesquels le patient vient consulter. Il contient le début des troubles, leurs circonstances d'apparition, leurs manifestations et les traitements qui ont été pris par le patient et est-ce que ces traitements ont été efficaces ou pas. Pour les différents symptômes que présente le patient,
on doit obligatoirement préciser les 7 critères pour chaque symptôme. نعم يتهضر Est-ce que vous pouvez désactiver votre micro? Merci. Donc, je disais que pour chaque symptôme, on doit préciser les 7 critères pour mieux décrire ce symptôme. Voilà, donc les grands symptômes doivent être décrits selon les critères. Le début, quand il y avait l'apparition du symptôme, et que faisait le patient lors de l'apparition des symptômes. C'est très important. Par exemple, lors d'un AVC. Il faut préciser la date exacte. Est-ce que l'installation était brutale ou bien progressive? Il faut aussi préciser le rythme. Est-ce que ça évolue par des poussées qui sont spontanément résolutives et la durée des manifestations? Il faut aussi préciser l'intensité. On peut évaluer, par exemple, s'il s'agit des céphalies, on peut évaluer ça par l'échelle visuelle analogique. Et le retentissement, évaluer le retentissement sur la qualité de vie. Le patient va venir vous dire, docteur, j'en peux plus. Ça veut dire qu'il y a vraiment une altération de sa qualité de vie. Il faut aussi préciser les facteurs qui aggravent et les facteurs qui soulagent les symptômes du patient et les manifestations associées, en rapport, bien sûr, avec le motif. S'il vous plaît, je veux aussi préciser une chose, c'est que même les signes négatifs doivent être décrits lors de votre histoire de la maladie. Pourquoi? Si vous transférez votre patient dans un autre service, le médecin va savoir que vous avez cherché de tels symptômes. Donc voilà, si vous avez cherché un symptôme, vous écrivez que vous avez cherché le symptôme et que ce symptôme n'existe pas. Donc l'absence ou présence des symptômes. Bien sûr, en rapport avec le motif de consultation. Ça, c'est très utile pour le diagnostic différentiel et le raisonnement clinique. Et bien sûr, il faut préciser les signes généraux, par exemple, non pas par exemple, les signes généraux qui existent vraiment. On a l'asthénie, l'anorexie et l'amaigrissement. L'amaigrissement, il doit être chiffré. Combien de kilos le patient a perdu, pendant combien de temps? Donc, vous devez obligatoirement savoir le poids antérieur et le poids actuel lors de l'hospitalisation ou bien lors de la consultation. Et vous devez aussi préciser, est-ce que l'histoire de la maladie, elle évolue dans un contexte de fièvre, et est-ce qu'il a été chiffré, et ou bien dans un contexte d'apérixie, ça veut dire absence de fièvre. Donc, c'est tout pour ma partie. Est-ce que vous avez des questions concernant cette première partie? Vous avez tout compris? Nous pouvons donner la parole aux étudiants qui souhaitent poser des questions à la fin de la présentation. Il n'y a pas de souci parce que peut-être ils veulent poser la question à la fin. D'accord, pas de souci. Je serai toujours disponible. Ouais, merci beaucoup. Déjà, c'était une très belle présentation, à mon avis. Et maintenant, nous allons passer à une étape très, très, très importante. C'est l'examen physique du patient. Vraiment, on doit savoir comment examiner pour ne pas vraiment passer à côté des signes qui sont très utiles et qui permettent une très bonne orientation diagnostique. La présentation a été partagée selon l'écran de ma consoeur Esma. Donc, si vous pouvez défiler les diapos, ça sera très gentil de votre part. Ah, bien sûr. Merci. Alors, l'examen physique commence tout d'abord par l'examen général. Donc, tout d'abord, il faut regarder la conscience des patients. Parce que quand même, un patient qui n'est pas conscient, vous n'allez pas chercher à regarder des choses qui sont inutiles par rapport à l'état de conscience de votre patient. Et la conscience s'évalue selon un score qui s'appelle le score de Glasgow, qui a généralement 3 paramètres dont je vais vous dire. Et
comme un titre sémiologique, vous pouvez l'apprendre. Vous avez 3 paramètres, c'est l'ouverture des yeux, c'est la réponse verbale et c'est la réponse motrice. Vous devez aussi regarder l'état général de votre patient et les juger. Est-ce que l'état de votre patient est bon, est moyen, ou bien il est mauvais, c'est-à-dire il est altéré. Vous devez aussi regarder les muqueuses. Les muqueuses peuvent être bien colorées, peuvent être par contre pâles, peuvent être ictériques. Et ben, quand vous remarquez qu'il y a un ictère, il faut savoir si cet ictère est un subictère, ou bien franc, ou bien un ictère noté flamboyant. C'est quoi un ictère flamboyant? C'est un ictère caractérisé par une vasodilatation cutanée et un teint de jaune chiffrant. Et c'est caractéristique de la leptospériose ictéro-hémorragie. Eh bien, vous devez aussi regarder les œdèmes. Les œdèmes, pour les décrire sémiologiquement, vous devez savoir ces œdèmes, est-ce qu'ils sont bien colorés, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont blancs, rouges ou pas, parce qu'il y a une différence. La consistance de ces œdèmes, est-ce que ces œdèmes sont durs à la palpation ou bien ce sont des œdèmes mous? Le caractère bilatéral ou unilatéral, la capacité à prendre le godet, parce qu'un œdème qui prend le godet n'est pas comme un autre. Donc, tous ces détails doivent être bien mentionnés dans l'observation que vous allez faire. L'état d'hydratation est très important dans un contexte de maladie infectieuse, notamment le choléra. L'état d'hydratation est extrêmement important. Donc, vous devez chercher est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il y a des plis d'hydratation ou pas. Et vous devez aussi examiner les mollets de vos patients à la recherche d'un signe de Homas. S'il est positif, ça doit attirer votre attention. Et vous devez bien palper les mollets dans votre examen général. Donc, la diapo suivante. Eh bien, la deuxième partie de l'examen général, ce sont les constantes. Vous devez prendre la température de votre patient, le pouls de votre patient, sa tension artérielle, donc l'état hémodynamique est très important, la fréquence respiratoire, le poids du patient, la taille et l'indice de masse corporelle, et la diurèse aussi doit être prise. Maintenant, on commence par l'appareil d'appel. Et ben, comme vous savez, on est en train de vous parler de l'observation de façon générale. Mais on a choisi quand même 3 examens dont on a vraiment détaillé, et les autres, on va vous les commenter, mais quand même, on les a détaillés de plus. Et ben, le reste, vous pouvez vous-même le regarder dans certains bouquins, mais l'intérêt de cette présentation, c'est de vous initier à pouvoir être capable de faire une bonne observation qui est rédigée correctement, organisée, que vous n'oubliez pas les éléments qui sont très importants pour faire une bonne orientation. C'est ça l'objectif de cette présentation. Maintenant, nous allons passer à l'appareil cardiovasculaire. Eh bien, l'appareil cardiovasculaire, vous entendez 2 mots, le cœur et les vaisseaux. Eh bien, commençons par le cœur. Vous devez faire une inspection soigneuse de la paroi thoracique antérieure. Donc, c'est déjà la première des choses à faire. Quand vous savez, l'examen physique a 4 temps. Vous devez inspecter votre patient, vous devez le palper, le percuter et l'ausculter. Ces différents temps vont varier en fonction de l'appareil que vous examinez. Maintenant, nous sommes au niveau de l'appareil cardiovasculaire. Vous devez inspecter le choc de pointe et même d'éventuels déplacements ventriculaires qui sont dans certains cas visibles. Et la palpation est très importante, vous devez caractériser le choc de pointe. Donc, vous devez bien le percevoir, localiser là où il se retrouve par rapport à la ligne médio-claviculaire et l'espace intercostal. Est-ce qu'il est abaissé? Est-ce qu'il est dévié à gauche, etc. Parce que c'est très important. Et vous devez chercher toujours à la palpation, dans le cadre de l'examen du cœur, des frémissements. C'est quoi des frémissements? C'est la traduction palpatoire d'un souffle. Vous devez bien le percevoir à la main s'il existe. Vous devez aussi chercher des battements ventriculaires droits. Dans le cadre d'une insuffisance cardiaque droite, vous pouvez ressentir des battements ventriculaires provenant du ventricule droit. C'est à la palpation au niveau de la fosse xiphoïdienne. Et à cette région-là, vous devez, voilà, voici des images, merci. Donc, en débutant, vous allez percevoir le choc de pointe. Et puis, vous allez pousser, vous allez mettre votre doigt au niveau là où vous avez senti les battements du cœur pour pouvoir le localiser et déterminer les caractéristiques qu'on vient de dire. La diapo suivante va vous montrer
Voilà la façon de chercher à la palpation d'éventuels déplacements ventriculaires et même des frémissements que je viens de vous définir, qui est la traduction. Un frémissement, c'est la traduction palpatoire d'un souffle. L'image qui est à votre gauche vous décrit la façon de chercher un signe de Harzer. C'est un signe qui est caractérisé par la sensation de battement ventriculaire droit, ce qui témoigne d'une insuffisance cardiaque droite. Eh bien, la palpation a remplacé dans la plupart des cas la percussion dans l'évolution de la taille du cœur. Alors, la percussion, elle est utile si vous avez une difficulté à percevoir le choc de pointe à la palpation, et elle doit commencer à gauche sur le thorax, depuis les zones sonores jusqu'à la matité cardiaque. Et bien, rarement, il est fait parce que quand même, il a une certaine difficulté, il existe de l'expérience, mais quand même, parfois, elle peut nous aider à avoir une idée sur la taille du cœur. Donc, limiter la matité cardiaque. Eh bien, passons à un temps très important, c'est l'auscultation cardiaque. Alors, l'auscultation cardiaque est une technique importante et gratifiante de l'examen clinique. Et donc, il doit être fait dans une pièce calme pour pouvoir vraiment ausculter correctement et entendre les vrais bruits. Auscultez les corps avec votre stéthoscope et cherchez les 4 foyers auscultatoires que nous allons bien décrire dans l'image suivante. Auscultez toute l'heure cardiaque sur le patient en décubitus cardiaque et savoir les autres positions très importantes en décubitus latéral et pencher en avant. Le patient doit se mettre assis, doit se pencher en avant, faire une respiration qui est profonde, une expiration, et puis il va bloquer sa respiration pour pouvoir vraiment entendre. Vous devez faire entre-temps, demander au patient de reprendre sa respiration, mais le temps qu'il la bloque, vous allez vraiment entendre correctement le bruit. Et bien, voici la photo qui vous montre les 4 foyers auscultatoires qui sont les foyers en rapport avec l'orifice de la valve pulmonaire. Donc, vous avez cet deuxième espace intercostal, gauche pour pulmonaire et droit pour aortique. Vous avez au niveau de l'apex le foyer mitral et au niveau du bord inférieur à gauche le foyer tricuspidien. Eh bien, quelques connaissances sur le bruit du cœur. Alors, B1 et B2 sont les bruits normaux du cœur. Il faut noter leurs intensités et tout dédoublement perçu, son espacement et sa chronologie. Pour les bruits surajoutés, il y a les souffles. Alors, vous pouvez entendre des bruits surajoutés pendant la systole, ce sont les bruits d'éjection ou des clics. Et vous pouvez entendre 2 bruits pendant la diastole, un bruit de galop, notamment le B3, ou un bruit B4. Et vous avez les souffles qui sont généralement, ils présentent une durée qui est plus longue que la durée du bruit du cœur. Donc ça, ce sont quelques notions sur les bruits que vous pouvez entendre. Et ben, voici les différentes positions par lesquelles vous pouvez procéder à ausculter le cœur de votre patient. Voici la position qui est à votre droite, c'est donc le patient qui se met en décubitus latéral. Et là, le patient, il se met penché en avant pour que vous puissiez bien entendre les bruits du cœur. Eh bien, on a dit l'appareil cardiovasculaire. Donc, la partie vasculaire, ce sont les vaisseaux. Eh bien, pour être systématique, vous allez examiner les artères. Donc, vous savez, déjà, on met le petit dessin sur le dossier pour voir dans chaque partie du corps, est-ce que les pouls sont bien perçus, bilatéraux, etc. Donc, vous devez chercher les pouls, surtout la symétrie des pouls. Est-ce qu'ils sont synchrones ou non au bruit cardiaque et est-ce qu'ils sont bilatérales? Donc, vous devez faire l'examen de tous les pouls. Et les veines, donc parfois, vous pouvez avoir certaines veines qui sont dilatées, qui se manifestent cliniquement par des signes d'inflammation, notamment donc des varices, etc. Et bien là, vous devez aussi regarder si vous les inspectez, donc ça doit attirer votre attention. Ben, les lymphatiques, c'est surtout par rapport aux ganglions. Certaines dilatations peuvent être perçues donc par rapport à l'examen cardiaque. Voilà, on continue. Eh bien, voici un récapitulatif. Donc, ce récapitulatif montre que dans votre dossier, en inspectant le patient par rapport à l'appareil cardiovasculaire, vous devez chercher le choc de pointe. Est-ce qu'il est visible? Et bien, par conséquent, vous devez aussi chercher à l'inspection toujours, est-ce qu'il y a une tergiescence de la veine? Vous allez faire l'inspection en même temps. Vous regardez le thorax de votre patient, vous regardez de même son cou. Si vous remarquez une tergiescence de la veine jugulaire, y a-t-il une déformation thoracique? La palpation, vous devez
savoir est-ce que le choc de pointe est palpable ou non, déterminer son siège, chercher s'il y a des frémissements ou un signe de Harzer et un reflux hépato-jugulaire qui rentre dans le cadre du tableau d'insuffisance cardiaque droite. Et si la matité cardiaque est bien perçue ou non, parce que parfois il y a certaines matités, et par rapport au bruit anormaux s'il existe, et les pouls périphériques, est-ce qu'ils sont abolis, est-ce qu'ils sont diminués, le siège et la symétrie. Donc, on continue. Très bien. Donc, maintenant, on va passer à l'appareil digestif. L'appareil digestif débite par la bouche. Donc, il faut examiner bien la bouche de votre patient. Regardez donc les dents de votre patient, leur numérotation, l'aspect de la langue, et même à avoir l'odeur de la bouche de votre patient, ce qu'on appelle l'haleine. La gorge aussi de votre patient peut être bien inspectée. Donc, l'examen de la bouche est très important avant de passer à l'examen de l'abdomen. Parce que souvent, ce qu'on remarque souvent, les étudiants, quand ils font un examen, soi-disant, de l'appareil digestif, passent directement vers l'abdomen. Et bien, surtout aussi en gynéco, quand on dit qu'il faut examiner la patiente, ils passent directement au spéculum. Vous avez l'examen abdominal déjà que vous pouvez repérer quelques masses en palpant et même en inspectant. Donc déjà, quand on parle d'un appareil, il faut respecter ces différentes phases. D'accord? Passons donc à la diapo suivante. Et l'abdomen maintenant. Inspectez la peau, la recherche des cicatrices, des vergetures par exemple, l'ombilic de votre patient, est-ce qu'il y a une hernie, est-ce qu'il y a une inflammation, les contours, la forme, la symétrie, est-ce qu'il y a des masses, et même vous pouvez voir certains noms de péristaltiques dans le cadre par exemple de certains sténodes pyloriques et des pulsations éventuelles qui peuvent être remarquées en inspectant l'abdomen de votre patient. La palpation, il y a deux types de palpation qu'il faut savoir. Il y a la palpation, ça c'est très important, l'examen, il faut qu'on sache vraiment comment faire une palpation correcte. Il y a la palpation superficielle et il y a la palpation profonde. La palpation superficielle, je vais vous les décrire dans la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez à votre droite la palpation superficielle. Et c'est quoi l'intérêt de cette palpation? Elle cherche une défense, une douleur à la décompression ou bien une douleur provoquée. À savoir, ça c'est la règle connue, quand le patient vous dit qu'il se sent mal dans un côté, vous devez commencer par le côté qui ne fait pas mal. D'accord? Il ne faut pas commencer par le site là où il y a la douleur. À votre droite, vous avez la palpation profonde. C'est quoi l'intérêt de la palpation profonde? Elle recherche des masses ou même une douleur provoquée qui peut être ressentie en faisant la palpation profonde. La percussion, vous devez apprécier la répartition du tympanisme et de la matité de votre patient, notamment ce qu'on appelle la CIT. La CIT, son examen, son diagnostic positif est essentiellement clinique. Donc, on est vraiment censé savoir chercher les signes de la CIT. Vous devez aussi ausculter les bruits intestinaux, donc explorer le péristaltisme, et parfois il y a des souffles qui peuvent être aperçus. L'examen du foie, précisément, vous devez percuter l'air de la matité cardiaque sur la ligne médioclaviculaire. Je vais vous montrer la photo suivante. Palper le bord inférieur du foie parce que parfois, il est tranchant, il est modifié. Et donc, ça peut être un foie cirrhotique, etc. Donc, même ça peut être un foie cardiaque. Donc, il faut vraiment palper ce bord inférieur pour le caractériser. Et il faut mesurer la flèche hépatique que je vais vous montrer dans la photo suivante. Alors, vous avez la ligne médio-sternale, là où vous pouvez mesurer cette petite flèche qui varie entre 4 à 8 cm, et la grande flèche sur la ligne médioclaviculaire droite. Vous avez la façon de procéder, c'est-à-dire vous allez percuter le thorax de votre patient. Là où vous avez ressenti le débit de la matité, vous devez le signaler et le marquer, autrement dit, et vous devez continuer à percuter jusqu'à la disparition de la matité hépatique, et là vous allez mesurer, apprécier généralement cette distance. Voilà.
Eh bien, donc, ça, c'est la palpation du foie. Et donc, il faut chercher parce que parfois, il y a des palpations qui révèlent certaines masses et la façon de palper, on vous l'a déjà montré de façon superficielle et profonde. La palpation du foie est très importante. Donc, vous devez palper le bord inférieur, palper de façon superficielle et profonde afin de caractériser tout système biologique qui peut vous paraître évident et que vous devez signaler. Et ben voici le récapitulatif. Donc, vous allez regarder la denture, les dents de patient, la laine, la langue. Est-ce qu'elle est chargée? Est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'il y a une circulation veineuse collatérale qui témoigne d'une obstruction veineuse quelque part? L'abdomen, est-ce qu'il respire ou pas? Parce que parfois, déjà, la respiration, dès que vous regardez le patient, là, des signes de lite, il a un balancement thoraco-abdominal. Hop, déjà, en regardant cet aspect clinique. Et aussi, vous devez regarder la souplesse à la palpation de l'abdomen de votre patient, parce que parfois, l'abdomen n'est pas souple du tout. Ça peut témoigner bel et bien d'une contracture. Et la défense, ce que je viens de vous dire à la contracture. Et puis, est-ce qu'il y a une hépatomégalie? Est-ce qu'il y a un reflux hépatojugulaire, les bords du foie, la surface, la masse, le siège? S'il y a une masse, la taille de cette masse, la consistance et conclure l'examen de l'appareil digestif par un toucher rectal. Eh bien, l'appareil respiratoire, ce n'est pas l'examen pleuropulmonaire, c'est un appareil. Donc, vous devez commencer par les voies aériennes supérieures, explorer les fosses nasales, les cornées, les sinus de la face, la gorge, le conduit auditif externe et les tympans. Et puis, vous pouvez passer maintenant à l'examen du poumon et de la plèvre. Et bien là, vous avez toujours les 4 temps. Il faut inspecter le thorax de votre patient en recherchant une déformation, une asymétrie, une rétraction anormale des espaces intercostaux et une altération du mouvement respiratoire. Alors, ce qu'on appelle l'ampliation thoracique peut être évaluée aussi bien en inspectant le thorax de votre patient et aussi bien en palpant. Je vais vous montrer la photo pour savoir comment palper afin d'évaluer l'élargissement des espaces inter qui séparent vos doigts afin d'apprécier vraiment l'inspiration de votre patient. Voilà, voici la photo. Et donc, celle qui est à votre droite vous montre la procédure et celle qui est à votre gauche vous montre donc les zones de perception des vibrations vocales. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la percussion. Donc, il faut quand même chercher parce que à l'examen, nous pouvons mettre en évidence bel et bien une matité ou un tympanisme. Donc, qui peut témoigner soit d'une pleurésie quand vous cherchez les signes complets donc d'un syndrome pleurotique ou d'un pneumothorax quand vous trouvez vraiment un tympanisme majeur important. Et vous devez ausculter votre patient, donc explorer la murmure vésiculaire, est-ce qu'elle est diminuée, est-ce qu'elle est exagérée, etc. Parce que parfois, nous avons certains tableaux de pneumonie, là, on a une exagération donc, des bruits. Eh ben, il faut chercher les bruits surajoutés. Et ici, on parle des râles, soit des râles sibilants ou des râles crépitants. Et il faut chercher parfois des souffles qui sont très rares, qu'on peut rencontrer dans certains cas. Eh bien, voici comment percuter. Donc, vous voyez, vous allez mettre votre main, le plat de votre main sur le dos de patient, écartez vos doigts et prenez donc le majeur de votre main contralatérale et percutez le majeur de votre doigt que vous avez mis sur le dos de votre patient. Et comme ça, vous allez voir est-ce qu'il y a une matité ou est-ce qu'il y a un tympanisme. Eh ben, voici les zones de percussion et d'auscultation. Notez toujours que l'auscultation doit être bilatérale et comparative. Ben, ça, c'est une chose très importante parce que quand on ausculte un côté, on n'ausculte pas l'autre, on peut être amené à être devant un pneumothorax d'emblée ou un épancement pleural bilatéral d'emblée. Et ben, j'ouvre une petite fenêtre. C'est comme toujours l'examen sénologique. On n'examine pas un seul sein, on laisse l'autre. Parce qu'on peut bel et bien être devant un cancer bilatéral. C'est une forme clinique du cancer qui peut être d'emblée révélatrice et que nous pouvons passer à côté d'un cancer qui est bilatéral. Je ferme la parenthèse et je reviens à l'appareil. Vous pouvez bel et bien passer à côté d'un épancement de l'autre côté. Et donc, un récapitulatif. Ce récapitulatif montre qu'en inspectant la cage thoracique, elle peut être bombée, mal formée. Est-ce qu'il y a un tirage donc, des signes de lite? Sonorité, est-ce qu'il y a un tympanisme? Les sièges de ce tympanisme, sinon s'il y a une matité, les vibrations vocales, la murmure vésiculaire, les râles ou les souffles.
Le système splénoganglionnaire, la rate. Alors, commencez par l'examen de la rate. Tout d'abord, on inspecte l'hypocondre gauche et nous allons palper le bord antérieur de la rate et nous pouvons bel et bien percuter. Alors, l'examen de la rate est un examen très important qui se fait aussi bien en décubitus dorsal qu'en décubitus latéral avec les membres inférieurs qui sont fléchis aux hanches et aux genoux du patient. Eh bien, les ganglions, quand vous révélez des ganglions, il faut préciser les sièges de ces ganglions, le nombre de ces ganglions, leur consistance, est-ce qu'ils sont durs ou pas, leur sensibilité, est-ce qu'ils révèlent une douleur, la taille, la peau en regard, et notamment, sans oublier la mobilité, la température locale. Donc, voilà une photo qui vous montre la façon d'examiner et la façon dont vraiment qu'on peut chercher une splénomégalie. Alors, dans ce contexte-là, quand on parle de splénomégalie, nous pouvons l'évaluer sur 3 stades. Vous pouvez avoir un stade 1 de splénomégalie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez une rate qui est palpable uniquement en inspiration profonde. Si vous ne faites pas l'inspiration profonde et que vous mettez votre main au niveau du dos de votre patient et essayez de faire passer le bout de vos doigts pour vraiment percevoir le bord antérieur, vous n'arrivez pas si vous ne faites pas ça en inspiration profonde. Le stade 2, c'est qu'il y a une rate qui est palpable en respiration normale. Et cette rate ne dépasse pas, n'atteint pas la ligne qui passe par l'ombilic. Par contre, le stade 3, c'est une rate qui atteint la ligne horizontale passant par l'ombilic. Le stade 4, c'est une rate qui est palpable sur la ligne qui passe par les épines iliaques antéro-supérieures. Et le stade 5, c'est une rate vraiment très augmentée de taille, de volume, et qui arrive même au niveau de la fosse iliaque droite et parfois gauche. Eh ben, l'appareil urogénital, il faut examiner le rein. Il y a 2 choses importantes, le contact lombaire et le ballottement. Alors, quand on cherche un ballottement, c'est qu'on va mettre la main abdominale sur la face antérieure, donc au niveau de la fosse lombaire, et en appuyant, nous avons l'autre main collatérale au niveau de la face postérieure. Et donc, là, quand on appuie en arrière, on essaye de chercher une masse qui est palpable et percevoir par la main antérieure, en haut. Par contre, le contact lombaire, c'est l'inverse. On essaye de percevoir la masse en arrière par la main qui est mise au niveau postérieur. Et il faut faire l'examen donc urinaire. Vous avez les points irrétro. Vous avez 3 points irrétro. Les points irrétro supérieurs, ils sont para-ombilicaux, 4 à 5 cm à distance de l'ombilic. Et quand on a une sensibilité à ce niveau, ça témoigne qu'il peut y avoir une atteinte du bassinet. Il y a aussi les points irrétro-moyens, et donc ce sont les points qui passent par la ligne des épines iliaques antéro-supérieures. Et les points irrétro-inférieurs, c'est la portion de jonction irrétéro-vésicale qui est examinée par le toucher rectal. L'examen génital, il faut regarder les organes génitaux, les inspecter, faire les touchés pelviens, notamment le toucher rectal, afin d'apprécier donc toute anomalie aux alentours de cette région anatomique et faire notamment un toucher vaginal. Ben voilà la façon de chercher un ballottement rénal et percuter l'angle costo-lombaire à la recherche d'une sensibilité à ce niveau. Ça fait partie de l'examen clinique dans l'appareil urogénital. Voilà, on continue. Nous pouvons continuer, docteur. J'ai déjà passé à la diapo suivante. Ah bah, moi, je ne le vois pas. Hein. Ah bah, elle vient d'apparaître. Je viens de la voir. D'accord, donc l'appareil locomoteur, donc vous avez l'os. Donc, quand vous examinez l'os, vous cherchez des déformations, soit une tuméfaction ou une douleur. L'articulation, il faut chercher s'il n'y a pas une déformation, la mobilité, la flexion, l'extension, le caractère inflammatoire ou non de cette articulation. Et il faut examiner la rachis, la diapo suivante. Voilà, il faut chercher s'il y a des courbures donc, qui sont anormales, des flexions, l'extension des rachis, est-ce qu'elle révèle une douleur ou pas, ou une contracture à ce niveau, et la palpation des apophyses épineuses.
Les muscles, il faut chercher l'orthophysicité et les réflexes idiomusculaires. C'est quoi les réflexes idiomusculaires? Vous aurez à percuter les muscles directement. Ça va donner une contraction au début, puis une décontraction. Et ben, quand il y a une anomalie de ce réflexe-là, ça peut révéler des maladies musculaires. Eh bien, le système nerveux. Les systèmes nerveux, globalement, il faut évaluer la conscience par le score de Glasgow. Il faut faire un examen de la motricité et de la sensibilité, l'examen des pertes crâniens, ainsi que l'examen des méninges et un examen cérébelleux. Le résumé syndromique. Vous allez donner l'essentiel de toute cette observation sur laquelle on vient de travailler. Donc, il s'agit d'un ou d'une patiente âgée de, originaire et demeure, parce que la provenance même et l'origine peut nous donner une idée sur la pathologie, la fréquence de cette pathologie chez nous. Il y a des régions là où il y a une fréquence du cancer du sigmoïde, par exemple, il y a le PALI, par exemple, etc. Et ben, il faut préciser l'origine de ce patient, avec ou sans antécédent pathologique particulier, admis ou admise, ou référé même. Parfois, vous pouvez recevoir des patients référés d'un autre centre pour la prise en charge de ce que le patient vient de vous décrire, ce que vous avez déjà saisi, chez qui l'examen trouve ce que vous avez reçu. Et bien là, il y a une chose importante. Il y a certains signes qui sont positifs que vous devez mettre dans la conclusion. Il y a certains signes négatifs que vous devez mettre. C'est comme ma collègue a déjà signalé, parfois c'est très important pour pouvoir éliminer certaines choses. C'est dans le cadre de la discussion, ce que nous n'allons pas aborder ici parce que nous avons résumé l'observation à cette étape, parce que en saisissant correctement ces différentes étapes, vous serez en mesure de faire une bonne discussion médicale. Voilà, nous allons passer à la conclusion. Eh bien, l'observation médicale est un outil pédagogique pour l'étudiant d'aujourd'hui et un outil professionnel. Elle nous permet d'atteindre les objectifs de la sémiologie afin d'établir un diagnostic et d'élaborer une prise en charge convenable. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne la parole si vous souhaitez poser une question à moi ou à ma collègue. Eh ben, j'espère que ça a été bien compris, que nous avons abordé les points importants, les choses qui doivent vraiment être mentionnées dans votre observation médicale. Le document sera à votre disposition. Le comité de l'association va vous le communiquer à la fin de cette présentation. Et j'espère que tout a été bien clair. Je vous remercie pour votre présence. S'il vous plaît, pourquoi on recherche le nombre d'enfants? Bah là, ça c'est la partie de ma collègue, mais je pourrais bien répondre. Esma, si vous êtes là, vous pouvez répondre. Pourquoi on cherche le nombre d'enfants? Bah, je vais vous répondre si elle n'est pas toute prête ici. Pourquoi on cherche le nombre d'enfants? Ça, c'est dans le cadre de l'examen en gynécologie précisément et pour la recherche de problèmes d'infertilité. Parce que si on recherche le nombre d'enfants de ce couple, l'enfant du conjoint et l'âge du dernier enfant du conjoint, nous pouvons révéler pourquoi à ce moment-là, ces patients consultent pour une infertilité. Donc, c'est dans le cadre de l'évaluation de l'infertilité. S'il y a une autre question. Est-ce que vous m'entendez parce que je viens d'activer mon micro? Non, mais je n'entends pas. Il y a quelqu'un qui veut parler? Oui, je pense. Emerim, tu peux écrire ta question en chat. Ah d'accord, je vais voir. Et donc, quand on doit faire une observation médicale. Donc, s'il vous plaît, si on trouve une sensibilité au niveau de l'angle costo-rachidien, ça nous oriente vers quoi? Alors là, ça, c'est la pathologie rénale. Donc, quand vous trouvez une douleur à ces niveaux, il faut chercher s'il y a un ballottement ou un contact lombaire associé. Ça s'appelle un gros rein, une masse rénale. Ça doit attirer votre attention. Et bien là, il faut faire des investigations, des bilans complémentaires pour découvrir qu'est-ce qu'il y a. Parce que vous avez révélé des signes qui vous orientent vers une atteinte rénale.
D'accord? Je peux continuer. Lors de l'examen rénal, quand on trouve un contact lombaire, ça doit directement nous faire penser vers une hydronéphrose. Tout à Donc, fait. sûrement, il y aura un obstacle au niveau des voies urinaires hautes, notamment au niveau de l'urètre. Donc, il faut obligatoirement explorer cela et explorer la fonction rénale et faire une ASP pour voir, pour notamment objectiver l'obstruction. À quel niveau Tout à fait. exactement? Tout à fait. C'est un grand rein, autrement dit, c'est une hydronéphrose qui doit être explorée et vous devez évaluer la fonction rénale. Voilà, donc il y avait une autre question, je crois, sur pourquoi on fait une observation. Où sont les questions? Voilà, donc je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé ça. Pourquoi, Oui, pourquoi oui. on fait une observation? Voilà, pourquoi on fait une observation? C'est une question dont la réponse est claire. L'observation va vous aider vraiment à saisir le diagnostic dont vous devez traiter. Donc, quand on n'a pas une observation complète sur ce patient-là, on ne saura pas quel est son problème, quel est son diagnostic. Nous n'aurons pas l'occasion de discuter les différentes hypothèses possibles. Donc, l'observation est un outil très important et elle doit être faite à tout patient qui est hospitalisé dans votre service afin que vous arriviez à le traiter. Voilà. Je pense qu'il n'était pas présent dès le début de la Ah présentation. bah, vous avez parlé de ça. Vous, Oui, dans votre effectivement. partie, vous avez parlé de ça, je me rappelle bien. Oui, s'il y a d'autres questions, est-ce que il y a un score pour l'évaluation de l'état général? Alors, l'état général, généralement, de façon très pratique, pour évaluer l'état général, vous avez le syndrome des 3 A. Donc, vous avez l'asthénie, vous avez l'amaigrissement et vous avez l'anorexie. La partie là où vous allez évaluer le plus de façon très pratique, c'est par rapport à l'amaigrissement. Il faut le quantifier, c'est depuis quand, dans quelle période. Ça, c'est très important. L'anorexie, c'est quelque chose que le patient va vous dire quand vous le posez, s'il l'a ou pas. Et l'asthénie de même. Donc, il y a différents types d'asthénie quand on entre dans les détails. Donc, généralement, sur le plan pratique, quand vous allez parler d'un patient, en regardant son état, en évaluant donc la variation de son poids, il est asthénique, bah, vous allez le juger comme un mauvais état général, il est altéré. Par contre, l'état peut être jugé bon si le patient n'a pas vraiment perdu assez, il n'est pas asthénique, un peu d'anorexie. Vous voyez, c'est quelque chose de très pratique. Mais voilà, c'est ça ce qui se fait de façon pratique au service. L'évaluation, généralement, quand on va la détailler, ça va être pour la détermination de la variation du poids. Alors, je pense qu'il y a une autre question de Myriam Anwar. La Mhm. question, c'est en rapport avec les antécédents négatifs qui sont très intéressants et qui viennent Ah, ça, compléter. c'est une question pour vous, d'accord? Oui, bien sûr. Alors, Myriam, les antécédents négatifs sont très importants. Par exemple, s'il y a un patient qui vous vient, par exemple, il a une thrombopénie, ou bien, pour parler de motif de consultation, il a des signes hémorragiques, un syndrome hémorragique. Donc, obligatoirement, tu dois chercher une notion de immunodépression qui peut orienter la prise en charge, qui peut orienter le bilan écologique. Il faut aussi chercher si le patient avait un antécédent de radiothérapie ou de chimiothérapie qui a directement un impact sur la moelle osseuse. Du coup, tu auras obligatoirement une diminution des taux des plaquettes, d'où le syndrome hémorragique. Donc, c'était juste un exemple pour vous expliquer l'intérêt des antécédents négatifs. Très bien. Alors, par rapport à l'autre question, comment on cherche un ballottement rénal? Alors, j'aimerais bien que ma collègue nous reprend la photo là où il y avait une palpation, l'examen, l'appareil urogénital. Bah, voilà. Donc, l'image qui est à votre droite. Là, c'est la façon de chercher un ballottement rénal. Vous allez palper, vous aurez une main sur la face antérieure au niveau de la fosse lombaire. Vous allez bel et bien appuyer à ces niveaux. Votre main postérieure va vous aider à soulever un peu s'il y a une masse, un gros rein par exemple, et vous allez le percevoir par votre main que vous avez mise au niveau de la face antérieure. C'est ça le ballottement rénal. Par contre, le contact lombaire, c'est l'inverse. Vous allez percevoir la masse en bas par votre main postérieure. J'espère que c'est bien compris.
Très bien, je vous remercie de ma part. S'il vous plaît, pourquoi on cherche dans la partie des antécédents? Ça, c'est la question s'adresse à Asma, des antécédents de maladies de l'enfance. Ça va nous aider en quoi pour poser le diagnostic? Asma, vous écoutez, vous êtes là? Ou bien je Euh, réponds? Oui, oui, je suis là. Vous pouvez répondre. D'accord. Oui, on vous écoute. D'accord. Alors, pour les maladies de l'enfance, euh, pour les maladies de l'enfance, il faut toujours les préciser pour avoir une idée globale sur, sur l'état du patient, sur le traitement qu'il prend. Par exemple, la notion des angines à répétition que j'ai déjà signalée. Donc, il faut les chercher et chercher la notion d'un rhumatisme articulaire aigu qui peut être en rapport qui peut induire par la suite une cardiopathie. Donc, c'est un exemple de pourquoi on cherche les antécédents de la maladie de l'enfance. Très bien, voilà. Y a-t-il d'autres questions? Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, moi personnellement, je devrais passer à l'hôpital parce que je devrais passer la soirée là-bas. J'ai du travail à faire. Donc, je vous remercie tous pour votre présence ici. J'espère que vous avez bien bénéficié de cette présentation. Et Inch'Allah, nous aurons tous passé d'autres présentations ensemble. Merci à vous. L'honneur est à Merci. nous. Voilà, j'espère que cette présentation sera enregistrée, donc est mise sur YouTube, parce que ça sera très utile pour les autres qui n'ont pas pu rejoindre la présentation avec nous aujourd'hui. Donc, j'espère que le comité d'informatique de l'Association internationale des étudiants en médecine va passer cette vidéo enregistrée sur YouTube pour que les autres puissent profiter. Le Le nom nom de de la chaîne, oui, il y a D'accord. quelqu'un qui a parlé. Non, c'était juste moi. Donc, le nom de la chaîne, c'est l'Association internationale des étudiants en médecine. C'est l'abréviation AIEM. Tout à fait. On, on va vous envoyer le lien dans le groupe. C'est bon? Oui, c'est bon. Personnellement, je crois que c'est bon. L'organisateur de la réunion doit l'enregistrer, je le signale, et mettre la présentation sur YouTube pour que les autres puissent Voilà, profiter. voilà le lien, il a été dit par l'organisatrice de la réunion. Mhm. Donc voilà le lien en chat. Donc la présentation est enregistrée, c'est bon? Oui, je pense il sera enregistré. Il Très sera bien. mis sur la chaîne YouTube. Bah, très bien. Très bien. Bah, on espère, Inch'Allah, on va faire d'autres présentations. Espérons bien les faire. Espérons faire d'autres présentations qui nous seront tous utiles. Et comme ça, nous aurons à chaque fois à présenter de nouvelles informations. Et ben, nous allons rentrer dans d'autres sujets qui sont très spécifiques. L'observation, pourquoi on l'a choisi, comme ma collègue a dit, parce que c'est quelque chose de très important. Parce que quand on ne fait pas une bonne observation, on ne peut pas vraiment pouvoir discuter d'autres pathologies. Après, nous pouvons faire d'autres items sur des pathologies très urgentes que nous devons vraiment savoir traiter. Ce sera pour d'autres présentations, Inch'Allah.
Comment bien pratiquer ces informations? Très bonne question. Esma, vous souhaitez répondre à cette question? J'ai pas bien saisi sa question. C'était quoi la question exactement? Pratiquer ces Comment informations. bien Ça veut dire pratiquer ces informations? comment bien pratiquer ce qu'on avait dit lors de notre présentation. C'était ça la question. Effectivement, tout Donc, à fait. vous êtes déjà en quelle année? En troisième année. D'accord. Donc, sûrement, vous avez commencé les stages hospitaliers. Donc, tu dois absolument prendre du temps à examiner tes patients. Si tu trouves si lors de ton passage au service, tu dois prendre ton patient, le prendre en charge, lui faire des observations. Donc, ne sois pas timide, surtout pas. Donc, avec le temps, tu vas avoir l'habitude à faire des observations et tu vas avoir cette fluidité pour interroger tes patients et pour faire un bon examen. Donc, s'il te plaît, tu pratiques. C'est ça l'important. La pratique. Effectivement. C'est ça le plus important, c'est la pratique. Donc, j'espère qu'il a bien saisi la réponse. J'espère. J'espère. Vous êtes là, jeune homme? Oui, très bien. Alors, il a bien saisi. Donc, s'il y a d'autres questions, est-ce que je peux avoir les diapositives pour projetées? Bah, bien sûr, vous les aurez. On va les communiquer avec vous sur le groupe de l'association. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Voilà, je crois qu'il y a plus de questions. Bah, voilà. Et est-il utile de faire d'autres stages? Je n'ai pas vu la question. Est-il de faire d'autres stages non obligatoires? Alors, là, cette question me rappelle à une chose très importante, je crois, sur laquelle on va conclure cette présentation d'aujourd'hui. C'était une présentation formidable et un sujet important. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, par rapport à la question, est-il utile de faire d'autres stages non obligatoires? Ça me ramène à une chose très importante que j'aimerais signaler, c'est l'auto-formation en médecine. Alors, la formation en médecine, peu importe là où vous faites votre médecine, que ce soit dans votre pays d'origine ou d'autres, vous devez apprendre à faire un travail personnel. C'est-à-dire, vous devez même vous-même s'offrir des heures qui sont bénévoles là où vous vous trouvez libre, et vous pouvez faire des stages, des gardes qui sont volontaires, qui ne sont pas obligatoires. C'est pour votre propre intérêt, pour pouvoir bien consolider les informations. Donc, ça sera toujours utile pour vous quand vous avez du temps de faire des heures supplémentaires pour vous, pour vous améliorer, pour apprendre plus. D'accord? C'est bon? D'accord, très bien. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, nous allons mettre fin à la présentation de ce soir. Elle sera enregistrée, Inch'Allah, et mise sur YouTube. Vous aurez la présentation sous forme de PowerPoint sur laquelle vous pouvez travailler sur vos dossiers. Nous avons toujours l'envie de répondre à vos questions et nous serons toujours à votre disposition si vous aurez besoin de quoi que ce soit. Inch'Allah, nous allons faire d'autres présentations. Bah là, je tiens à vous remercier tous pour votre présence. J'espère que vous avez bien bénéficié. Je remercie aussi ma collègue pour cette belle collaboration. C'était un grand honneur à moi de la Mauritanie de pouvoir faire cette collaboration avec ma collègue du Maroc. Et merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Allah yabarak fikum wa yahfadkum, Inch'Allah, kamilin. Et on se voit à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous. Merci.
À bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de soirée.